programme vous est offert par Illico Cash. Programme triennal formel fait que le programme climatique soutenu par la Facilité pour la résilience et la durabilité que la RDC recevra sur les 3 prochaines années. Le pays a signé un contrat de soutien avec le FMI à hauteur de 2,87 milliards de dollars américains. C'est le ministre des Finances qui l'a annoncé. Non au changement de la Constitution, le mouvement Sursaut patriotique a été dispersé ce jeudi par des gaz lacrymogènes au cours d'une journée de sensibilisation à laquelle il distribuait des tracts. L'opposant d'Élysée Sanga a été arrêté puis relaxé quelques temps après par la police. Journée mondiale de lutte contre le diabète en République démocratique du Congo. Des études démontrent qu'une personne sur 10 est diabétique et cette année, le gouvernement s'est décidé de les contrôler. Pour ce faire, il a réceptionné de nombreux kits de glycémie qu'il va redistribuer dans les prochains jours. Merci de choisir Télé 50 pour vous informer. Judith Soumino a représenté le chef de l'État à la réunion présidentielle organisée par la Banque africaine de développement au cours de la 9e conférence annuelle des Nations Unies sur les changements climatiques à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan. La dite réunion s'est penchée sur le financement de la lutte contre le changement climatique et la comptabilisation du capital naturel par les pays africains sous la présidence de Denis Sassou Nguesso et William Ruto. Selon la Banque africaine de développement, BAD, l'Afrique, avec ses vastes forêts séquestrant les carbones et ses ressources mûres pour la croissance verte, dispose d'un potentiel énorme pour favoriser l'accès à l'énergie propre pour des millions de personnes. Pourtant, l'Afrique subsaharienne reçoit moins de 3% du financement climatique mondial, ce qui entrave les efforts visant à faire progresser le plan national d'adaptation et les contributions déterminées au niveau national. Dans ce cadre, la Première ministre a revendiqué la valorisation adéquate du capital naturel de la RDC qui rend d'importants services environnementaux et écosystémiques. J'ai bien noté qu'une valorisation adéquate du stock de capital naturel de nos États pourrait entraîner des énormes retombées économiques et financières de nos nations et nos populations. À titre d'exemple, une estimation générale des services de séquestration du carbone du bassin du Congo indique qu'il pourrait potentiellement générer une valeur d'environ 55 milliards de dollars par an pour notre région d'Afrique centrale. Judith Soumino Tuluka a estimé les patrimoines naturels de la RDC en termes de milliards de dollars américains. Selon les estimations effectuées en 2018, la valeur de ce patrimoine serait estimé à environ 316,1 milliards de dollars américains. Malheureusement, sa contribution à la formation du produit intérieur brut reste encore extrêmement faible. Ainsi, œuvrer à la juste valorisation de ce patrimoine est, me semble-t-il, très important pour soutenir l'accélération urgente du développement de notre pays. La chef du gouvernement considère la rémunération à juste titre du capital naturel de la RDC comme un impératif à l'amélioration du bien-être des Congolais. Judith Soumino Tuluka a appelé les présidents africains à un engagement commun afin de permettre des avancées concrètes et rapides pour l'Afrique en général et pour la RDC en particulier. Notons que la COP29 sert aussi de plateforme aux dirigeants africains pour présenter l'initiative « Mesurer la richesse verte de l'Afrique » qui vise à redéfinir les économies africaines. La RDC et le FMI sont parvenus à un accord de soutien de 2,87 milliards de dollars américains annoncé. Le ministre des Finances Doudou Fwamba après une rencontre entre les deux parties. Cet accord concerne 2 programmes, à savoir le programme triennal formel FEC et le programme climatique soutenu par la Facilité pour la résilience et la durabilité que la RDC recevra sur les 3 prochaines années. Pour éclairer l'opinion, une conférence de presse a été organisée par le ministère des Finances et celui du Budget ainsi que le représentant du Fonds monétaire international. Au cours de cette conférence animée conjointement avec le ministre d'État au budget et du représentant du Fonds monétaire international, le ministre Doudou Fwamba Likunde,
a fait savoir que ces deux programmes sont évalués à plus de 2,8 milliards de dollars. Ils ont pour objectif de renforcer la stabilité financière de la RDC, tout en accélérant les réformes essentielles pour garantir un avenir prospère et durable. Le premier programme, le programme triennal formel, d'une valeur de 1,75 milliard de dollars, se concentrera sur la mise en œuvre des réformes économiques cruciales dans plusieurs secteurs clés de l'économie congolaise. Le ministre Doudou Fwamba a expliqué que ce programme vise à renforcer la gestion des finances publiques, améliorer les infrastructures du pays et diversifier l'économie congolaise dans l'optique de transformer la RDC en une économie plus résiliente et compétitive. Le deuxième programme annoncé est le programme climatique d'une valeur de 1,1 milliard de dollars. Ce programme sera centré sur la lutte contre les changements climatiques et la préservation des ressources naturelles de la RDC. Il financera des projets visant à réduire les émissions des gaz à effet de serre, promouvoir des pratiques agricoles durables et renforcer la résilience des communautés face aux impacts du réchauffement climatique. L'Argentine nationale a insisté sur le fait que ces deux programmes ne se limitent pas à des mesures financières, mais représentent un engagement politique fort. Nous qui avons passé les petits moments au niveau du contrôle des dépenses, nous savons où loge le diable. Maintenant, si vous n'avez pas un dossier pour jeter un coup d'œil, vous n'avez qu'une simple lettre. Les deux programmes qui s'étendront sur une période de 3 ans auront un impact direct sur la vie quotidienne des Congolais. Ils permettront au pays de s'engager sur une trajectoire de développement durable et responsable, tout en respectant les impératifs de durabilité environnementale. Ces projets ambitieux marquent une étape décisive dans le processus de modernisation du pays et illustre la vision d'un développement inclusif et durable pour la République démocratique du Congo, telle que portée par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je le disais en titre, arrêter puis relaxer, les membres du mouvement dénommé Sursaut patriotique ont sensibilisé la population ce jeudi pour dire non. Le moment venu au changement de la Constitution, l'opposant Délice Sanga était accompagné d'autres membres tels que Bernadette Tokwaoulou ou encore Ados Ndombassi qui ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène à quelques mètres seulement de la place Victoire. C'est une journée de sensibilisation du mouvement citoyen dit Sursaut patriotique qui commence par la place Victoire. Plusieurs têtes d'affiche de l'opposition, figures de la société civile et leaders des mouvements citoyens, dont Délice Sanga, Bernadette Tokwaoulou ou encore Ados Ndombassi, contribuaient et distribuaient, chemin faisant, des tracts contre le projet du changement de la Constitution qu'ils considèrent comme une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Parti de la place Victoire, ce mouvement de protestation, accompagné des partisans, se voit arrêté alors qu'il mobilisait d'autres partisans à la cause. Des gaz lacrymogènes lancés par la police pour tenter de disperser la foule et de là, Délice Sanga se voit envahi par les services de la police pour l'appréhender. Acheminé au poste de police de la Funa, situé dans la commune de Kelamon, il a été relaxé quelque temps après. Un acte antidémocratique que dénonce l'ancien député Ndombassi. Annoncer les préparatifs bien sûr de notre grand meeting qui aura lieu à Tchangou le 16 décembre. Et malheureusement, nous avons eu une police indisciplinée qui a voulu bien sûr nous disperser. Nous avons montré et présenté bien sûr les documents administratifs selon l'article 26 qui nous demande d'informer les responsables de la ville de Kinshasa. Chose qui a été faite et malheureusement la police a insisté, ils sont venus en nombre, ils ont commencé à tirer des balles lacrymogènes et certaines balles réelles et ils ont arrêté M. Sanga, ils ont brutalisé énormément Madame Bernadette Tokwaoulou et plusieurs de nos militants qui sont pour le moment arrêtés par la police congolaise. Il faut rappeler que l'initiative de ce mouvement avait pour but aussi d'annoncer le meeting prévu le 16 décembre prochain à Tchangou contre l'initiative de modification ou de changement constitutionnel porté par le président congolais Félix Tshisekedi.
Contrôle parlementaire, le ministre d'État aux ITP était face aux députés nationaux hier mercredi. Alexis Guizarro est venu répondre aux 3 questions orales avec débat sur l'évolution des projets routiers Kassindi, Beni Butembo, Nord Kivu et Kisangani, Komanda, Beni, l'état de la RN2, Bukavu, Mwenga, Kamituga, Kitutu, Chabunda, Kasongo, dans le Sud Kivu, ainsi que la construction des routes du Nord Kivu pour faciliter l'accès aux zones en guerre, occasion pour le ministre d'aborder aussi d'autres questions lui posées par les élus nationaux sur le secteur des ITP. Il n'a pas dérogé à la règle. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, s'est donné à cet exercice dans le cadre du contrôle parlementaire. Il a donc répondu au cours de la plénière qui est partie du mercredi 13 au jeudi 14 novembre 2024 aux questions orales avec débat lui adressées par 3 députés nationaux. Dans les condensés de sa réponse aux préoccupations des auteurs de ces questions, Alexis Guizarro est revenu notamment sur les déficits infrastructurels qui rencontrent la RDC avec seulement 5% du linéaire d'intérêt général revêtu, un contraste pourtant au regard du ratio de 25% dans d'autres pays de l'Afrique subsaharienne, situation marquée par les sous-investissements. D'où l'objectif du plan quinquennal du ministère des ITP qui vise à réaliser la connectivité intérieure et extérieure du pays dans les 5 années qui viennent avec 12 000 km de routes revêtues. Après débat de plusieurs heures, les députés nationaux ont soumis leurs préoccupations supplémentaires, axées notamment sur les routes nationales, les voiries urbaines, le programme sino-congolais et bien d'autres sujets. En réponse à ces différentes questions, soulevées par l'auguste assemblée, le ministre d'État des ITP a rencontré tant soit peu leurs attentes. Les auteurs de ces questions orales ont entre autres recommandé à l'Assemblée nationale de mettre en place un mécanisme de suivi trimestriel de l'exécution du budget. Alexis Guizarro a dans sa conclusion, sans complaisance, sollicité l'affectation des crédits budgétaires qui permettront de faire face à ces déficits criants des connectivités routières que le pays rencontre. Le vrai problème que nous rencontrons, c'est le problème de financement. Voilà pourquoi j'avais sollicité de la part. Le nombre de ces questions orales adressées au ministre d'État, ministre des ITP, démontre à suffisance l'intérêt que les députés nationaux accordent à la problématique des infrastructures de base au regard de ses conséquences sur la vie de la population. Ce jeudi 14 novembre, le monde célèbre la journée du diabète sous le thème « Diabète et le bien-être ». En République démocratique du Congo, 1 personne sur 10 est diabétique, une maladie responsable de la mort de près de 17 000 personnes chaque année. Et ce jeudi, le gouvernement congolais a réceptionné de nombreux kits de glycémie. Le programme de distribution sera lancé dans les prochains jours pour stimuler la population au dépistage et aider les malades de ce tueur silencieux. 1 personne sur 10 est diabétique. Selon la Fédération internationale du diabète, plus de 537 millions de personnes vivent avec cette maladie. À l'occasion de la 33e journée mondiale de lutte contre le diabète, la République démocratique du Congo, qui compte presque 7% des diabétiques, a par l'entremise de la société Lab Pro Pharma réceptionné 300 000 kits de diagnostic et de traitements comprenant des glycomètres et de l'insuline destinée aux centres de santé à travers les pays. C'est une joie et un honneur pour moi aujourd'hui de pouvoir livrer ce kit de glycémie au gouvernement congolais auquel je m'étais engagé à fournir ces produits. Ensemble, nous pourrons faire un vaste programme de distribution de ce kit de glycémie. Des kits que le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Roger Kamba, a remis au programme national de lutte contre le diabète, le PNL2. Une grande première, que le pays se dote par ses propres moyens d'un lot aussi important de kits de diagnostic pour le diabète, ce qui est un soulagement pour le programme parce que nous évoluons un peu comme des parents pauvres, mais là nous avons l'impression que maintenant il y a un parent, il y a un parrain qui nous accompagne et c'est une très bonne chose. Le diabète, souvent qualifié de tueur silencieux, représente des symptômes tels que la soif excessive, la miction fréquente, la perte de poids inexpliquée et la fatigue, qui nécessitent une détection précoce pour prévenir les complications graves, notamment les maladies cardiovasculaires, les amputations et la cécité. Le gouvernement congolais a donc lancé des campagnes de sensibilisation à l'échelle nationale et intensifié les efforts de dépistage dans les centres de santé afin de mieux informer la population et promouvoir des habitudes de vie saines.
Plénière à la Chambre haute du Parlement, les sénateurs ont examiné le projet de loi portant reddition des comptes de la loi des finances du 28 décembre 2022 pour l'exercice 2023. Les sénateurs ont apporté plusieurs observations et recommandations. Les détails avec Grace Salambo. Après avoir analysé les constats, observations et conclusions de la Cour des comptes sur l'exécution du budget du pouvoir central dès l'exercice 2023, et à bien des égards, cette exécution est sévèrement mise en cause par la Cour des comptes qui a relevé des irrégularités flagrantes, ce qui a poussé les sénateurs Salomon Idi Kalonda de relever plusieurs leçons. La première, c'est la mauvaise gestion des finances publiques. Le constat est amer et sans appel, estime le sénateur Idi Kalonda, que la Cour des comptes a révélé les innombrables abus, faute de gestion, incohérences et autres maladresses, ce qui montre clairement que l'exécution du budget du pouvoir central de 2023 s'est largement éloignée de la loi des finances. L'élu des élus du Haut-Katanga observe que le ministre des Finances actuel se désolidarise des pratiques de son prédécesseur et qu'il s'engage, lui, à respecter scrupuleusement les observations de la Cour des comptes. Mais le plus important, c'est le fait que le ministre des Finances invite l'autorité budgétaire, autrement dit le Parlement, donc les Sénats notamment, à exercer pleinement ses pouvoirs, autrement dit à dégager les responsabilités et à proposer des sanctions contre les auteurs des fautes de gestion. Quoi qu'il en soit, en ce qui nous concerne, nous sénateurs, la moindre chose serait que les responsabilités soient clairement établies et que les sanctions appropriées et proportionnées soient prises au moment du vote de la loi. La seconde leçon à tirer, c'est que les priorités du gouvernement ne sont pas les bonnes. Une minorité est privilégiée. L'écrasante majorité de la population est négligée. Il donne les exemples, le taux d'exécution très généreux des dépenses des institutions et des ministères. Même chose pour la dette intérieure, mise à l'index par les députés nationaux et qui défraye la chronique en raison de la surexécution de sa composante non certifiée. La troisième et dernière observation est que tout l'argent va au national ultra privilégié et qu'il ne reste rien ou très peu pour l'échelon local, les parents pauvres qui se contentent des miettes. C'est un reportage de Grace Salambo rendu par Jean-David Kilolo. L'autorité de régulation du secteur de l'électricité a procédé à la délivrance d'un certificat de conformité de la centrale solaire photovoltaïque hybride de Goma d'une capacité opérationnelle de 1,3 MW située à Ndosho. Cette centrale est destinée à desservir plus de 2172 ménages, soit près de 13 000 personnes. Au nom du directeur général, professeur Sandrine Moubenga-Ngalula, le pôle Est de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité ARE a délivré à l'opérateur Nouro Sassou le lundi 11 novembre à Goma, au Nord Kivu, un certificat de conformité de la centrale solaire photovoltaïque hybride de Goma 1 d'une capacité opérationnelle de 1,3 MW. C'est par l'entremise de son directeur général Lobongumba Aimé que l'euro-bénéficiaire de cette certification, qui intervient au terme d'un contrôle minutieux de ses installations par un expert indépendant dûment recruté et mandaté par l'ARE en vertu des textes juridiques applicables, a reçu le certificat. Située à Ndosho, cette centrale est destinée à desservir plus de 2172 ménages, soit près de 13 000 personnes. De plus en plus, l'ARE certifie la conformité des installations des productions d'électricité, ce qui a pour retomber l'augmentation de la capacité des fournitures électriques et par ricochet le nombre de bénéficiaires de la dite énergie. En termes d'approvisionnement national en électricité, autant souligner la production annuelle en 2020 était de 12 460 gigawatts et en 2023, celle-ci est passée à 15 800 gigawatts, une augmentation de plus de 22%.
Il était toujours le professeur d'université, avocat inscrit au barreau de Sankourou, Daniel Djedi Njongambolo, a été orateur d'un séminaire ce jeudi sur un sujet qui crée beaucoup de frictions au sein des entreprises de l'État en RDC, la conformité de la nomination des mandataires publics au sein des entreprises publiques qui ont été transformées en sociétés commerciales au regard de l'acte uniforme OHADA relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. L'événement s'est déroulé à Gombe dans la résidence Le Prestige. Commentaire de Gaëtan Koubaboranti. Il s'agit d'un sujet de grand intérêt. Les inscriptions ont été vite prises bien des jours avant le début du launch séminaire. Une preuve de l'importance de la problématique aux yeux du public quinois averti. Que faut-il savoir de la nomination et révocation des mandataires publics dans les entreprises de l'État transformées en sociétés commerciales au regard de l'acte uniforme OHADA? C'est sur ce sujet qu'est venu magistralement réfléchir le professeur d'université et membre du cabinet international d'Acte de Wolf, Daniel Djedi. Dans notre pays, on a des cas où on a eu de contestations, où vous voyez le conseil d'administration qui révoque un directeur général, et puis celui-ci qui conteste en disant non, j'ai été nommé par ordonnance du président de la République, effectivement, donc vous ne pouvez pas me révoquer. Alors, on s'est intéressé un peu à la question pour dire, du point de vue du droit OHADA, vu que ces sociétés-là sont soumises au droit commun, c'est-à-dire au droit des sociétés commerciales, est-ce que le conseil d'administration peut révoquer un DG ou est-ce que il n'a pas le droit? Daniel Djedi reconnaît le défi et la complexité de l'affaire et estime qu'il faut mettre à leur place les organes de gouvernance et de gestion de ces entités. Les mandataires publics ne sont pas nommés selon les prescrits du droit OHADA, eh bien ça pose un problème de conformité. Alors, mais il faut quand même tenir compte de la particularité de ces entreprises-là. On parle des entreprises du portefeuille de l'État, donc ce n'est pas rien. Alors l'équation, c'est essayer de pouvoir continuer à procéder à la nomination de mandataires par ordonnance du président de la République, mais que ces nominations devaient être entérinées par les organes de gouvernance tels que prévus par le droit OHADA. Le professeur Daniel Djedi est spécialiste du droit des sociétés et financiers, droit social, mines et carrière desk OHADA au sein du cabinet d'avocats d'Acte de Wolf. Rendons-nous au Congo central, précisément à Mwanda, où la population salue les réalisations de la commission de gestion des fonds Mwanda sous le leadership de la présidente Michelle Makengo, la GGFM, qui ne ménage aucun effort pour l'amélioration des conditions de vie de la population de Mwanda, veut s'inscrire dans la vision du chef de l'État. Reportage. Les réalisations de la commission de gestion des fonds Mwanda, CGFM en sigle, initiative du chef de l'État, Félix Tshisekedi, au Mwandais, ne se comptent plus tellement, elles sont nombreuses, une année après la mise à disposition des fonds au comité de gestion. Ces actions dont la plus grande concerne l'électrification de la cité côtière avec 15 nouvelles cabines électriques sont déjà visibles sur terrain, outre les réseaux de 70 km des lignes électriques et de l'éclairage public composé d'au moins 900 lampadaires solaires en cours d'installation, de quoi combattre l'insécurité à la grande satisfaction des populations. La CGFM, sous le leadership éclairé de sa présidente Michelle Makengo, ne ménage aucun effort pour s'inscrire fidèlement dans la vision du peuple d'abord, programme cher au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, auteur des cédants des 10 millions de dollars à sa population des Mwanda. Sous la supervision du ministre des tutelles Aimé Molendo Sekombi, la CGFM s'est déjà investi dans plus de 30 projets communautaires et a reçu plus de 100 demandes en fourniture d'équipements divers et dont un grand nombre est en train d'être distribué aux bénéficiaires. Ces dons remis au nom du chef de l'État sont composés notamment des sous-SIAT et véhicules des polices, des véhicules des services pour les chefs des secteurs, des tracteurs, des tractopelles et autres entrants et engins agricoles aux paysans, des moteurs hors bord et filets aux pêcheurs, des milliers de bancs aux différentes écoles, notamment à l'école primaire de la base militaire de Kitona et bien d'autres, un défi brillamment relevé par le comité de gestion de la CGFM avec sa présidente Michelle Makengo en tête.
Évalué à 1716 milliards 333 millions 301 000 francs congolais, le projet d'édit budgétaire exercice 2025 de la province du Haut-Katanga a été déposé à l'Assemblée provinciale. Le président de cet organe délibérant salue le gouvernement provincial pour avoir déposé ce projet bien avant le délai imparti, une première dans cette province. Le mercredi 13 novembre 2024, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Michel Kabomwamba, a reçu en son cabinet de travail le projet d'édit budgétaire pour l'exercice 2025. Ce document a été officiellement remis par le gouverneur de province Jacques Kaboula Katoué, accompagné du vice-gouverneur et de quelques membres du gouvernement provincial. Nous attachons beaucoup d'importance à ce travail parce qu'il s'agit d'un crédit que l'Assemblée provinciale va devoir nous accorder pour assurer notre fonctionnement afin de garantir l'intérêt de la population, comme le veut le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le budget est estimé à 1716 milliards 333 millions 301 000 francs congolais. Le président de l'organe délibérant a exprimé sa gratitude au gouvernement provincial pour avoir respecté les délais légaux en soumettant ce projet dans les temps impartis. Les prochaines étapes prévoient la présentation et la défense de ce projet en séance plénière en vue de son adoption par les députés provinciaux. Au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire, l'assistant Eugène Kiboué de l'université de Kinshasa est proclamé ce jeudi docteur en droit pénal et criminologie après la soutenance de sa thèse intitulée Antécédents judiciaires en République démocratique du Congo, état de lieu, enjeux et perspectives, à travers laquelle il propose des solutions notamment aux problèmes des droits humains et libertés fondamentales ainsi que la réinsertion sociale des anciens condamnés. L'activité a eu lieu dans la bibliothèque de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Antécédents judiciaires en République démocratique du Congo, état des lieux, enjeux et perspectives. C'est les titres que le nouveau docteur en droit a exposés devant les corps académiques de l'université de Kinshasa. À travers cette thèse qui a duré plus de 20 ans pour pouvoir être réalisée en ce jour, les diplômés d'études supérieures en droit pénal et criminologie Eugène Kiboué a voulu contribuer à la réflexion à propos de l'évolution des sciences criminelles, particulièrement du droit pénal, pour éviter la contradiction entre les deux gestions pénales et socio-professionnelles. Le présent travail va également permettre au droit pénal de jouer pleinement son rôle d'un droit ou d'une science promoteur des valeurs éthiques. Après délibération à huis clos, le jury a pris la grave décision suivante. Monsieur l'assistant Eugène Kiboué a réussi avec la mention la plus grande distinction. S'agissant des propositions concrètes sur l'actuelle thèse, Eugène Kiboué propose une réponse pénale équilibrée pour faire face au paradoxe tenant d'une part à un effort de réinsertion sociale de l'ancien condamné et d'autre part à son exclusion de cette société pour avoir été condamné. Que désormais, plutôt que de s'arrêter simplement au fait que le condamné est condamné, et qu'il n'a pas droit au chapitre, c'est-à-dire il n'a pas droit au travail. Non, on devra maintenant revoir. Par exemple, admettre d'abord le condamné au travail. Après débat avec le président du jury et ses membres, le nouveau docteur en droit Eugène Kiboué a obtenu la mention grande distinction sous les ovations du public présent à la cérémonie. Venons en rappeler les principaux titres. Programme triennal formel FEC et le programme climatique soutenu par la Facilité pour la résilience et la durabilité que la RDC recevra sur les 3 prochaines années. Le pays a signé un contrat de soutien avec le FMI à hauteur de 2,87 milliards de dollars américains. C'est le ministre des Finances qui l'a annoncé. Non au changement de la Constitution, le mouvement sursaut patriotique a été dispersé ce jeudi par des gaz lacrymogènes au cours d'une journée de sensibilisation à laquelle il distribuait des tracts. L'opposant d'Élysée Sanga a été arrêté puis relaxé quelques temps après par la police.
Journée mondiale du diabète en République démocratique du Congo. Des études démontrent qu'une personne sur 10 est diabétique et cette année, le gouvernement s'est décidé de le contrôler. Et pour ce faire, il a réceptionné de nombreux kits des glycémiques qu'il va redistribuer dans les prochains jours. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre attention soutenue. Le programme continue sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.